Printemps 1941, Atlantique Nord. Un destroyer britannique fonce dans les vagues noires, traquant un sous-marin invisible qui guette un convoi affamé. L'opérateur Asdic hurle « Contact 090, 800 yards !» Le capitaine ordonne pleine vitesse « 700, 600, 500 yards !» Les pings s'accélèrent, frénétiques, 400, 300. Puis le silence, brutal. L'écho disparaît. Pas parce que le sous-marin s'est enfui, parce qu'il est trop proche. La physique des ondes sonores sous l'eau crée un angle mort mortel. Pendant les 90 prochaines secondes, l'escorte tire complètement à l'aveugle. Les charges de profondeur roulent à l'arrière. Les explosions déchirent l'océan. Des colonnes d'eau jaillissent, mais rien. Pas d'huile, pas de débris, pas de cris de métal torturé. Le U-boot a viré sec, plongé plus profond et s'échappe. Il se repositionne déjà pour torpiller le convoi. Cette scène se répète des milliers de fois. 60 attaques de charge de profondeur pour un seul sous-marin coulé. 60. 1. Les Allemands gagnent. Et pourtant, à Londres, un chimiste canadien qui a grandi en faisant exploser des greniers va inventer l'arme qui va renverser la bataille de Atlantique. Une arme que la Royal Navy jure impossible. Une arme qui va forcer Churchill à rater son déjeuner et qui va permettre à un seul destroyer américain de détruire 6 sous-marins japonais en 12 jours, un record jamais égalé en 80 ans de guerre navale. Au printemps 1941, la Grande-Bretagne est une île assiégée, pas par des armées sur ses plages, mais par des ombres sous l'eau. Les U-boots allemands, ces loups d'acier, patrouillent l'Atlantique Nord en meute coordonnée, ce que les Britanniques appellent les Wolfpacks. Chaque convoi qui quitte Halifax ou New York transporte la survie du pays. Blé canadien, pétrole vénézuélien, acier américain, munitions, avions démontés, médicaments. Sans ces convois, les rations tombent à 1500 calories par jour en quelques semaines. Les usines s'arrêtent faute de charbon et d'acier. Les Spitfire ne volent plus. La RAF ne peut plus contrer la Luftwaffe. Churchill le dira sans détour dans ses mémoires. La seule chose qui m'est vraiment terrifié pendant toute la guerre, c'est le péril des U-boots. Les Allemands le savent. Dönitz, le grand amiral de la Kriegsmarine, a calculé froidement. Si ces sous-marins coulent 700 000 tonnes par mois pendant 6 mois consécutifs, la Grande-Bretagne capitule. Pas besoin d'invasion, pas besoin de s'élever, juste la faim et le froid. En mars 1941, les U-boots atteignent presque ce rythme, 537 000 tonnes coulées en un seul mois. Les chantiers navals allemands produisent un nouveau type 7 toutes les 48 heures. Les équipages sont jeunes, fanatisés, entraînés. Et surtout, ils ont un avantage décisif. Ils savent tout frapper, quand frapper et comment disparaître. L'illusion ennemie est totale. Les Britanniques croient encore que l'Asdic, leur sonar, est l'arme miracle. Depuis 1918, les ingénieurs de la Royal Navy ont perfectionné ce système. Un transducteur sous la coque émet des impulsions sonores à 14-25 kHz. L'écho revient. On mesure le temps aller-retour, on calcule la distance, on détermine le relèvement. En théorie, un destroyer équipé d'Asdic Type 127 peut traquer un sous-marin à plus de 2 milliards en eau calme. Les officiers d'escorte répètent la doctrine « contact, poursuite, passage au-dessus, largage de charge de profondeur ». C'est simple, c'est enseigné à tous les commandants. C'est ce qu'on a fait en 1917-1918 contre les U-boots de la Kaiserliche Marine. Ça a marché alors. Pourquoi ça ne marcherait pas maintenant? Mais la réalité est cruelle. L'Asdic a un angle mort fatal. Le faisceau descend à environ 15-20 degrés vers l'avant. À courte portée, quand le sous-marin est trop près, typiquement en dessous de 300-400 yards, le faisceau passe au-dessus de la cible. Pire, à très courte distance, l'impulsion émise et l'écho-retour se superposent dans le temps. L'opérateur n'entend plus qu'un brouhaha continu, contact perdu. Le sous-marin devient invisible pendant les 60 à 120 secondes critiques où le destroyer charge droit devant. Le commandant de U-boot le sait parfaitement. Il écoute les pings s'accélérer. Il compte les intervalles. Dès que les impulsions s'espacent ou deviennent incohérentes, il sait, l'escorte est aveugle. Ordre immédiat. Barre tout à droite ou à gauche, machines en avant toutes, descente rapide à 200-250 pieds. En 30 secondes, il s'est écarté de 200-300 yards de la trajectoire prévue. Les charges de profondeur, ces barils de 250-420 libab de TNT ou Amatol, tombent à l'arrière du destroyer,
fixées à une profondeur estimée. Elles descendent à 6-9 pieds par seconde. Si le sous-marin était à 250 pieds, il faut 28-42 secondes pour que la première salve explose. Pendant ce temps, le U-boot a déjà viré de 45-60 degrés et plongé plus bas. Les explosions se produisent là où il était, pas là où il est. Les statistiques sont impitoyables. De septembre 1939 à mai 1941, les escorteurs britanniques mènent environ 1200 attaques aux charges de profondeur contre des contacts confirmés. Résultat, 22 U-boots confirmés coulés. Ratio, 54 attaques pour un kill. En 1941 seul, le ratio grimpe à 68,1 sur certains mois. Les Allemands perdent des bateaux, oui, mais beaucoup moins que ce que les explosions spectaculaires laissent croire aux équipages alliés. U-47 de Priyan survit à des centaines de charges en 1940-1941. U-99 d'Otto Kretschmer encaisse des barrages de plusieurs heures et repart. Les survivants allemands racontent des nuits entières à compter les explosions. 100, 150, 200 détonations. Le bateau tremble, les ampoules éclatent, les rivets pleurent, mais la coque tient. Puis le silence revient. Les destroyers s'éloignent, à court de munitions ou convaincus d'avoir tué. Le U-boot remonte lentement, répare et repart chasser. Pourquoi cette inefficacité chronique? 3 raisons principales. Première, l'absence de feedback. Quand les charges explosent, elles créent un chaos acoustique monstrueux. Bulles, turbulences thermiques, couches de température inversées, débris en suspension. L'ASDIC est aveugle pendant 10 à 20 minutes. Le sous-marin utilise ce brouillard pour s'échapper à 4-5 nœuds en plongée silencieuse. Deuxième, l'estimation humaine. Le capitaine doit deviner la profondeur, le cap et la vitesse du sous-marin au moment où il perd le contact. Une erreur de 50 pieds sur la profondeur ou de 20 degrés sur le cap suffit pour que les charges passent à côté. Troisième, la conception même de l'arme. Les charges de profondeur explosent toujours, qu'elles touchent ou non. Chaque salve rate crée le même chaos que si elle avait réussi. Le sous-marin gagne du temps et de l'espace à chaque attaque manquée. Les officiers de la Royal Navy le savent depuis 1918. Le Committee on Anti-Submarine Measures de 1917 avait déjà identifié le Minimum Range Problem de l'hydrophone, puis de l'ASDIC naissant. En 1939, des rapports internes circulent. L'attaque classique aux charges de profondeur est psychologiquement satisfaisante mais statistiquement médiocre. Pourtant, rien ne change. Pourquoi? Parce que l'alternative semble impossible. Pour frapper avant de perdre le contact, il faudrait projeter une arme vers l'avant à plusieurs centaines de yards, avec une précision suffisante pour toucher une cible mobile de 60 mètres de long à 200-300 pieds de profondeur. Et si on rate, il ne faut surtout pas créer le même chaos acoustique qu'avec les charges classiques. Sinon, on perd l'ASDIC pour rien. C'est là que l'illusion stratégique atteint son paroxysme. La Royal Navy croit que le problème est insoluble à cause de la physique. Vitesse du son dans l'eau, environ 4900 pieds S, angle fixe du faisceau, temps de réaction humain. Les comités d'armement rejettent systématiquement toute idée de mortier à tir vers l'avant. Le Spigot mortar, un concept inventé par le major Millis Jefferis et promu par le colonel Blacker dès les années 1930, a été refusé 3 fois, en 1910, en 1930, en 1939. La réponse type de l'Ordnance Board, trop peu fiable, trop non conventionnelle, si Dieu lui-même le proposait, nous dirions non. Pendant ce temps, à Londres, un chimiste canadien de 36 ans, fraîchement nommé Commander dans la Royal Canadian Naval Volunteer Reserve, lit ses rapports. Charles Frederick Goodev n'est pas un marin de carrière. Il n'a jamais commandé un destroyer. Il a étudié la photochimie, la perception des couleurs par l'œil humain, sous la direction de Frederick Donnan à University College London. Il est Fellow de la Royal Society depuis 1940, une distinction rarissime pour un homme si jeune. Mais il a aussi passé des étés en mer sur des navires de réserve canadiens. Il a entendu les histoires des capitaines d'escorte. Il a vu les chiffres, 60 attaques pour un kill. Il a compris que la solution actuelle n'en était pas une. Goodev pose la question que personne n'ose poser à haute voix. Et si on tirait devant le navire, pendant qu'on a encore le contact ASDIC? Pas une seule arme,
mais plusieurs, en salve, pour compenser l'incertitude de position. Pas avec des fusées hydrostatiques, mais avec des fusées à contact. Et si on ratait, que les projectiles coulent sans exploser. Pas de chaos, pas de perte d'ASDIC. Possibilité de recommencer immédiatement. L'idée est simple. Techniquement, elle semble folle. Bureaucratiquement, elle est hérétique. Mais Goudev n'est pas un homme qui accepte facilement le impossible. À Nepawa, Manitoba, à 12 ans, il faisait exploser des produits chimiques dans le grenier de son ami. À 15 ans, il piratait un réseau télégraphique privé entre deux maisons. À l'université, il changeait de filière parce que la comptabilité l'ennuyait. Il est têtu, il est méthodique et surtout, il est convaincu que les chiffres ne mentent pas. 61, c'est une sentence de mort pour les convois. Dans les bureaux du Department of Miscellaneous Weapons Development, surnommé Weezers and Dodgers, Goudev commence à esquisser sur papier ce qui deviendra le Hedgehog, 24 projectiles, lancés en salve circulaire, portée 200-250 yards, fusée à contact, silence en cas d'échec. Il sait qu'il va devoir se battre non seulement contre les U-boots, mais contre sa propre administration. Il va devoir prouver que la physique n'interdit pas ce qu'il propose, que la tradition n'est pas une raison suffisante pour laisser couler des milliers de marins marchands. Mais pour l'instant, en ce printemps 1941, l'Atlantique reste le cimetière des convois. Les U-boots chassent par nuit sans lune, les escortes tirent à l'aveugle, et les chiffres continuent de s'alourdir. 688 000 tonnes coulées en avril 1941. L'illusion tient bon. Les Britanniques croient encore qu'ils contrôlent la bataille. Les Allemands savent qu'ils sont en train de la gagner. L'erreur fatale de la Royal Navy ne vient pas d'un champ de bataille. Elle naît dans les couloirs feutrés de l'amirauté, à Whitehall. Des officiers en uniforme impeccable, des piles de rapports classifiés, des comités qui se réunissent sous des lustres anciens. Ici, la tradition pèse plus lourd que l'acier d'un destroyer. Ici, l'innovation est suspecte. Charles Goudev, ce Canadien têtu. En fait, l'expérience brutale en 1940. Son idée, un mortier à tir vers l'avant, baptisé Hedgehog, heurte de front un mur bureaucratique érigé depuis 3 décennies. Le Spigot mortar, cœur technique de son arme, a été rejeté 3 fois, en 1910 par le Major X, en 1930 par le colonel Blacker, en 1939 par le Major Jefferys. L'Ordnance Board, gardien inflexible des normes, a statué chaque fois non viable, trop risqué, incompatible avec la doctrine navale. Goudev approche un membre senior du board. La réponse fuse cinglante. Si Dieu Tout-Puissant lui-même le proposait, l'Ordnance Board dirait encore non. C'est l'erreur fatale. Confondre procédure et physique, privilégier le protocole au pragmatisme. Pendant que les U-boots coulent 2,3 millions de tonnes en 1940, les comités débattent. Goudev calcule. Avec un ratio de 60 attaques pour un kill, les escortes gaspillent 98% de leurs munitions. Les sous-marins évitent, virent, plongent pendant le temps aveugle. Les charges explosent en vain. Le chaos acoustique masque leur fuite. Mais l'amirauté s'accroche à l'ancien. Les charges de profondeur suffisent, affirment les experts. L'ASDIC est fiable. Illusion persistante, erreur stratégique. Goudev refuse de capituler. Il n'est pas un insurgé, juste un scientifique armé de faits. Né en 1904 à Nepawa, Manitoba, fils d'un pasteur anglican aux moyens modestes, il a appris tôt la persévérance. Sa mère, déterminée, pousse ses enfants malgré la précarité. Pas de lignée d'inventeurs chez les Goudev. Un arrière-grand-père brasseur en Angleterre, rien de plus technique. Charles forge son chemin seul. Enfant solitaire, il pagaille des semaines sur le lac Winnipeg avec son chien Husky. Question en tête, expérience en poche. À 12 ans, il transforme le grenier de son ami John Parton en laboratoire improvisé. Mélange chimique, odeur âcre, explosion contrôlée. Nous voulions les pires odeurs, les plus forts bangs, se souvient Parton. La mère tolère, terrifiée. La maison frôle l'incendie. Mais Charles apprend. L'échec est une étape. Ajuster, réessayer, réussir. À 15 ans, entré à l'université du Manitoba. Inscrit en commerce sur insistance parentale, déteste.
Change pour la chimie et la physique. Famille inquiète pour l'emploi. Lui s'en moque. L'univers l'intrigue plus que l'argent. Été laborieux pour payer les frais. Diplôme Honours en 1925. Master en électrochimie en 1927. Décision anodine en 1923. Rejoindre la Royal Canadian Naval Volunteer Reserve. Pas pour la gloire, pour la voile et le salaire d'appoint. Ironie du destin. Cette affiliation le place au cœur de la guerre navale 17 ans plus tard. Bourse prestigieuse en 1927. Fellowship 1851 pour University College London. Sous donnant maître en chimie physique, il explore la photochimie, la vision humaine. Comment la rétine transforme la lumière en couleur. Recherche pionnière. Fellow de la Royal Society à 36 ans. Honneur suprême. Puis, septembre 1939, guerre, mobilisé. Affecté au Department of Miscellaneous Weapons Development. Surnom interne, Weezers and Dodgers. Mission, résoudre l'insoluble. Goudev étudie le problème ASDIC. Interroge capitaine d'escorte. Analyse attaque. Identifie le temps aveugle. 90 secondes fatales. Propose inversion radicale. Tirer devant. Maintenir contact sonar. Salve de 24 projectiles. Fusées à contact. Silence siraté. Avantage clair, pas de devinette. Feedback immédiat. Attaque répétée sans perte de visibilité. Problème technique massif. Lanceur compact pour proue de destroyer. Projectiles stables en vol et en immersion. Fusée résistante à l'impact haut mais sensibles au hull. Équipe assemblée. Lieutenant-commandeur HD Lucas sur les fusées. Mécanisme d'armement différé. Verrouiller les premiers 15-20 pieds sous l'eau. Choc dissipé. Puis prêt à détonner sur contact. Projectiles. 65 LB chacun. 35 LB de Torpex. Explosif 50% plus puissant que TNT. Diamètre 7,2 pouces. Longueur 46,5 pouces. Aileron torsadé pour spin stabilisateur. Nez plat pour descente verticale. Fabrication chez Boozy & Hawkes. Facteur d'instruments de musique. Guerre absurde. Clarinette hier. Mortier demain. Lanceur Mark 10. 24 Spigot en 6 rangées de 4. Inclinaison 45 degrés. Tir en paire. 0,1 secondes d'intervalle. Salve complète en seconde. Portée 200 yards. Patron elliptique 140 cras 120 pieds. Couverture probabiliste. Prototype prêt. Début 1941. Test probant. Pattern consistant. Stabilité confirmée. Fusée fiable. Puis le mur. Approbation refusée. Résistance farouche. À l'amirauté, faire un Goudev signifie réussir par n'importe quel moyen, ironisent les officiers. Admiration matinée de ressentiment. Goudev contourne la hiérarchie, parle directement aux amiraux, organise démonstrations non autorisées, pousse développement sans feu vert, guerre urgente, pas temps pour comité. Mais la machine navale grince, tempo établi, procédure sacrée, accélération intolérable, opposition multiforme, poids excessif, rendrait destroyer instable. Goudev démontre contraire, complexité, pannes en combat, test, prouve robustesse, précision, pattern dispersé, tir réel, valide ellipse prévisible. Chaque réfutation engendre nouvelle critique. Gerald Powell, collègue, témoigne, sniping constant sur des faiblesses imaginaires, essais supplémentaires obligés, calcul inutile pour contrer justification fantôme. Goudev mène guerre double, contre U-boot et inertie interne. Ressentiment croissant. DMWD censé bricoler gadget, pas révolutionner tactique. Besoin d'autorité suprême. Winston Churchill. Opportunité printemps 1941. Démonstration d'armes à Checkers. Churchill invité pour autre projet. Goudev informé. Décide crash non autorisé. Risque carrière. Contact Captain Jock Davies, allié frustré. Plan, charger Hedgehog sur camion. Passer sécurité. Intercepter Churchill avant déjeuner. Jour J arrivé checkpoint, pas de passe. Davis agite papier irrelevant. Roule, garde Dupé, installation lanceur, démonstration officielle finie. Goudev aborde Lord Cherwell, conseiller scientifique de Churchill. Plaidoirie, arme changeante pour Atlantique. Cherwell sceptique, mentionne à Churchill. Réponse, pas tant, fin, déjeuner. Insistance, via Cherwell. Minutes seulement, importance vitale.
Churchill cède, sourire las. Cortège vers site. Churchill fatigué, affamé. Accord de 3 minutes. Démonstration lance. 24 projectiles pairs. Arc gracieux. Impact, ellipse parfaite. Silence. Puis seconde salve. Troisième. Churchill captivé. Voici l'instrument pour inverser la guerre des U-Boots. Déjeuner oublié. Tournant décisif. Matin suivant. Appel amiral Sir Dudley Pound. Votre arme anti-sous-marine. Quand essai pour moi. Production autorisée. Mur brisé. Parce qu'un Canadien a forcé un Premier ministre à sauter un repas. Ce moment pivote tout. Erreur bureaucratique exposée. Tradition aveugle corrigée. Goodave prouve, impossible souvent administratif, pas physique. Décisions humaines, entêtement Goodave. Curiosité Churchill, surpasse protocole. Sans ce crash, Hedgehog enterré. Atlantique perdu, guerre prolongée. Tournant personnel aussi. Goodave de chimiste à innovateur de guerre. Erreur fatale évitée de justesse. Victoire arrachée à l'inertie. Janvier 1942. HMS Westcott, un destroyer de classe VNW, navigue dans les eaux froides de l'Atlantique. À sa proue, une nouvelle arme. Le Hedgehog Mark X. 24 spigots dressés comme des épines. Premier déploiement opérationnel. L'équipage, sceptique, observe cet engin inhabituel. Pas de tonnerre retentissant comme avec les charges de profondeur. Juste un tir discret, des projectiles qui arquent vers l'avant, un splash elliptique à 200 yards. 6 contacts, explosion. Sinon, silence. C'est la contre-attaque. La bascule historique commence. Goodave a forcé la porte. Churchill a approuvé. La production s'accélère. D'ici l'été 1942, une douzaine d'escorteurs en sont équipés. Par fin 1943, des centaines. Royal Navy, US Navy. La doctrine change. Fini le passage aveugle. Place à l'attaque sonar guidée. La bascule tactique est immédiate. Un contact ASDIC à 800 yards. Solide. Relèvement clair. Le destroyer ferme à 500, 400, 300 yards. Contact maintenu. À 250, 300 yards. Feu Hedgehog. Salve Ripple. Paire de projectiles lancés toutes les 0,1 secondes. Ils volent en arc, stabilisés par spin. Impact en ellipse 140 par 120 pieds. Chaque projectile descend verticalement, fuse armée après 15 pieds. Le commandant de U-Boot n'a plus ses 90 secondes d'invisibilité. Pas le temps de virer hardiment. Les projectiles arrivent pendant qu'il est encore traqué. Si un touche, probabilité multipliée par 24, détonation interne. Torpex de 35 LB perce la coque. Pression hydraulique implose les compartiments. Température grimpe à 200 degrés en compression adiabatique. Équipage anéanti en minutes. Feedback révolutionnaire. Silence, raté. Sonar intact, reprise immédiate. Seconde salve. Troisième. Pas de chaos acoustique. Pas de bulle thermique brouillant l'ASDIC pendant 15 minutes. Le sous-marin piégé manœuvre désespérément. Mais chaque salve resserre l'étau. Statistiques transfigurées. Premières attaques. 1 kill tous les 5-6 patterns. Contre 60.1 pour charge. Facteur 10. Avec expérience, taux à 20%. En 1943-1944, Hedgehog confirme. 268 attaques britanniques. 47 kills confirmés. Ratio 5,7.1. US Navy. Similaire. Bascule historique. Dönitz perd l'initiative. Wolf Pax dispersé. Convoi plus sûr. Pourtant, résistance interne persiste. Équipage britannique dubitatif. Charge de profondeur, explosion visible, secousse, colonne d'eau, satisfaisant psychologiquement. Hedgehog. Splash discret. Silence s'immisce. Décevant. Ça marche pas, murmure Marins. Fuse défectueuse. Projectile instable. Directive Admiralty 1943. Capitaines doivent justifier non-usage de Hedgehog sur contact. Preuve, avoidance active. Préférence pour l'ancien, malgré chiffres. US Navy adopte plus vite. Destroyer escort comme Buckley Class embrasse. Entraînement intensif. Tactique coordonnée. Multiples navires. Pattern chevauchant. Hunter-Killer Groups émergent. Navires dédiés chassent proactivement. Pas juste escorte. Mais 1944. Pacifique Sud-Ouest. USS England, DE-635, destroyer escorte classe Buckley.
Commandant Lites CMDR, Walton B. Pendleton. XO Lites John A. Williamson. Équipé Hedgehog. Assigné Hunter Killer avec USS George et Raby. Mission neutraliser Submarine Squadron, 7 japonais. E-Boats forment ligne d'alerte précoce devant Marianas. Détecter flotte US. Alerter Tokyo. Angland Track. 19 mai. Contact sonar. I-16 Fleet Submarine. Première salve. Miss. Deuxième. Miss. Troisième. Quatrième. Miss. Pendleton persiste. Cinquième. 4-6 hits. Explosion soulève poupe de 6 pouces. I-16 implose. 80 hommes morts. Williamson. Catharsis cataclysmique. Plus envie de célébrer. Réalité brutale. 22 mai. RO 106. 3 détonations. Coulé. 23 mai. Groupe attaque RO 104 8 fois. 2 heures. Miss. Angland arrive. Première salve. 10-12 hits. Oblitéré. 24 mai. RO 116. 3-5 hits. Disparu. 26 mai. RO 108. 4-6 hits. Annihilé. 5 en 8 jours. Équipage épuisé, efficace, instincts aiguisés. 31 mai. Autres navires attaquent RO 105, 21 fois, 30 heures. Survécu. Ordre, Angland regagne flotte. Pendleton défie, retourne zone, trouve RO 105. Salve, détonation, 6e kill, 12 jours. Record inégalé. Admiral Ernest King. Il y aura toujours un Angland dans l'US Navy. Impact stratégique. Juin 1944. Admiral Toyoda ordonne Squadron 7 et de Saipan. Réponse RIAR. Admiral Haida. 7th Submarine Fleet n'a plus de sous-marins. England a effacé ligne d'alerte. Invasion Marianas. Surprise totale. Victoire US décisive. Bataille Philippines Sea Suite. Empire japonais craque. Hedgehog propage. Squid 1943. 3 mortiers. Profondeur auto 7 par sonar. 17 kills sur 50 attaques. Ratio 2,91. Mieux. Limbo 1955, Service Cold War, Falklands 1982, US Asrock 1960. Torpilles, Nukes 19 km. Lignée directe de Goudev. Contre-attaque humaine. Goudev, chimiste devenu guerrier. Bureaucratie vaincue. Décision. Persévérance. Audace. Crash déjeuner. Churchill pivote guerre. 100. Atlantique perdu. Tonnage coulé chute. 1943. 3,6 millions. 1942 à 2,8 millions. Dönitz retire U-boot côte US. Bascule. Allié passe offensif. Normandie possible. Histoire bascule sur choix individuels. Goudev refuse impossible. Pendleton défie ordre pour 6e kill. Contre-attaque pas juste arme. Esprit. Ténacité face inertie. Atlantique Pacifique, même leçon. Innovation, force victoire. La victoire n'est pas un événement unique. Elle s'accumule, se mesure en tonnes sauvées, en convois arrivés intacts, en vie préservée. Hedgehog, cette arme née d'un chimiste canadien et d'un déjeuner manqué par Churchill, redessine la bataille de l'Atlantique à partir de 1943. Les chiffres, froids et implacables, racontent la transformation. En 1942, les U-boots coulent encore 3,6 millions de tonnes alliées. En 1943, malgré l'intensification des meutes, le total chute à 2,8 millions. En 1944, il s'effondre à moins de 600 000 tonnes. Dönitz retire ses sous-marins des côtes américaines dès mai 1943. Les Wolfpacks, autrefois invincibles, se dispersent. Les pertes allemandes explosent. 237 U-boots coulés en 1943 contre 86 en 1942. Hedgehog n'est pas seul responsable, radar centimétrique, décryptage Enigma amélioré, bombardier à très long rayon, Hunter Killer Groups. Mais il est le pivot tactique. Il transforme la défense passive en chasse active. Un escorteur ne subit plus, il traque, frappe, recommence. Les conséquences directes se lisent dans les rapports d'après-action. HMS Loch Killeen coule U-774 en mars 1945 avec une seule salve, Hedgehog. HMS Spey détruit U-1051 en avril 1945. HMS Grindon détruit U-1169 le même mois. Chaque kill rapide, précis, sans gaspillage. Ratio global britannique pour Hedgehog. 5,7 attaques par kill, contre 60,5 pour les charges de profondeur. Facteur 10, Squid, évolution immédiate, pousse à 2,9.1. Pas d'échappatoire connu pour un sous-marin touché directement. La coque percée.
L'explosion contenue par l'eau, l'onde de choc interne pulvérise tout. Pas de survivants signalés sur un hit confirmé. Brutal, efficace, indispensable. Le Pacifique valide l'arme à une échelle inédite. USS England, 12 jours, 6 I-Boats et Aeroboats. Record éternel. Pas une question de chance. Une question de tactique. Persévérance après miss, feedback clair, répétition sans interruption. Pendleton défie les ordres pour le 6e kill. Risque court martial. Succès absolu. Conséquences stratégiques. Ligne d'alerte japonaise annihilée. Marianas envahie sans avertissement. Surprise totale. Bataille de la mer des Philippines suit. Japon perd 4 porte-avions, 600 avions. Empire naval brisé. England, endommagé par kamikaze en 1945, survit la guerre. Démantelé ensuite. Son nom reste « There will always be an England ». Conséquences plus larges. Hedgehog engendre une famille d'armes à head throwing. Squid, 3 mortiers. Profondeur calculée par sonar en temps réel. Limbo, année 1950-1980. Service Falklands, 1982. Asrock américain. Torpille ou charge nucléaire à 19 km. Tous descendent de l'idée Goudev. Frappé avant l'aveugle. Feedback immédiat. Silence sur miss. Doctrine anti-sous-marine moderne naît ici. Plus jamais retour aux charges larguées à l'arrière comme unique solution. Goudev lui-même récolte les fruits. OBE en 1941, Knighthead en 1946, Sir Charles Frederick Goudev, Medal of Freedom américaine, doctorat honoris causa Manitoba, 7500 de la Royal Commission on Awards to Inventors pour mines magnétiques, il partage avec Blacker, 32 000 pour Spigot et autres. Après-guerre, directeur British Iron and Steel Research Association jusqu'en 1969, applique recherche opérationnelle à l'industrie, BBC Secret War, 1977, parle enfin publiquement de son travail classifié. Décès 7 avril 1980, Parkinson, 76 ans. Archive Churchill Center, Goodave Medal par Operational Research Society. Héros discret du Manitoba. Leçon militaire, intemporelle. Première, la physique l'emporte sur la procédure. L'Ordnance Board a rejeté le Spigot 3 fois sur 30 ans. Pas pour physique, pour tradition. Goudev prouve. Quand statistique hurle échec, 61, l'innovation n'est pas optionnelle. C'est survie. Bureaucratie tue plus sûrement que l'ennemi quand elle paralyse. Deuxième, feedback change tout. Charge de profondeur. Explosion toujours, chaos toujours, aveugle toujours. Hedgehog. Silence. Miss. Recommencer. Explosion. Hit. Kill. Probable. Information immédiate. Décision rapide. Répétition. Leçon pour tout domaine. Arme sans retour d'information est arme à moitié morte. Troisième. Psychologie du combattant compte. Équipage britannique préfère bruit et fureur des charges. Hedgehog discret déçoit. Directive obligatoire pour forcer usage. Leçon. Former non seulement techniquement, mais mentalement. Accepter silence quand silence signifie opportunité. Quatrième. Un individu peut basculer une guerre. Goudev n'avait ni grade élevé ni budget illimité. Juste chiffres, idées, obstination. Crash déjeuner Churchill. Acte d'audace personnelle. Sang, Hedgehog enterré. Atlantique perdu. Guerre prolongée. Leçon. Hiérarchie protège statu quo. Visionnaire la brise. Cinquième. Impossible souvent administratif. Physique permettait Hedgehog dès 1918. Procédure l'interdisait. Goudev demande « Est-ce impossible vraiment ?» ou juste jamais fait. Différence cruciale. Quand experts disent « non », vérifiez base, fait ou habitude. Hedgehog sauve milliers de marins marchands. Permet D-Day, sans ligne de ravitaillement intacte, pas d'invasion. Change cours Atlantique, Pacifique. Guerre froide suit même logique. Aujourd'hui, torpilles légères, hélicoptères, sonars actifs, passifs. Tous héritiers. Goudev, chimiste des couleurs, devient père involontaire de l'anti-sous-marin moderne. Histoire ultime. Boy de Nepawa fait exploser grenier. Étudiant switch filière. Scientifique rejoint marine pour voile. Chimiste invente tueur de sous-marins. Force Premier ministre à sauter repas. Change guerre. Preuve, quand monde dit impossible, demandez pourquoi.
Souvent, réponse n'est pas physique. C'est parce qu'on a toujours fait ainsi. Goudev refuse. Construit quand même. Gagne. Si cette histoire vous touche, l'entêtement d'un homme contre machine bureaucratique, la victoire arrachée aux statistiques mortelles, dites-le. Partagez. Souvenez-vous, héros, pas toujours uniforme. Parfois cravate, parfois blouse blanche. Parfois, juste volonté de ne pas accepter non.